Bon pour nous. Bonjour à toutes et tous. On attend encore quelques minutes. Déjà bienvenue aux participants et présents. Encore quelques minutes avant que tout le monde arrive. Et nous attendons encore une minute. Bon, 9h01. Je vous propose peut-être de démarrer. Bonjour, Véronique Legrand de Solutions Éco. Bienvenue à toutes et à tous des Pays de la Loire et de Bretagne, puisque nous accueillons cet événement pour les 2 régions. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire dédié à l'EIC Accélérateur. Nous vous proposons le programme suivant, si on peut bien découvrir ce programme. Donc, comme vous l'aviez vu dans l'invitation, tout d'abord, il y aura une présentation sur les vraiment fondamentaux de l'EIC Accélérateur, les conditions d'accès et toutes les informations utiles à recevoir. Chacun de nous, au sein de nos territoires respectifs, nous vous informerons sur l'accompagnement et les services et les acteurs disponibles sur les territoires pour accompagner les porteurs de projets. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Brunel Dess, qui a accepté de témoigner et de partager son expérience en tant que lauréat de l'EIC Accélérateur. Et puis, nous souhaitions aussi ne pas omettre de vous informer qu'il y a également des dispositifs qui sont également disponibles. Et quand on ne peut activer l'EIC Accélérateur,
avoir en tête qu'il y a d'autres dispositifs que vous pouvez, également, déjà connaître et pouvoir, solliciter. Et nous terminerons bien évidemment, cette, séance par, un échange, et une réponse à vos questions. Avant de démarrer, je voudrais apporter quelques informations, on va dire pratiques pour cette séance. Tout d'abord, vous informer que le webinaire est enregistré. Nous vous remercions, de bien vouloir couper vos micros, à la fois pour, la qualité de l'enregistrement et pour la qualité des échanges entre orateurs. Et bien évidemment, nous vous invitons à formuler, vos questions dans le chat et ainsi en fin de séance, je relèverai vos questions pour pouvoir les traiter. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Ce que je vous propose, ben, c'est de passer dès à présent la parole à Gorka. Bon webinaire. Bonjour à tous, merci Véronique pour l'introduction. Donc Gorka Gorazureta, je m'occupe du point de contact national EIC Accélérateur au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc les points de contact nationaux, on est là pour faire connaître les opportunités qui peuvent exister dans Horizon Europe et vous accompagner dans ce processus. Et là, c'est l'occasion de vous parler donc de l'EIC Accélérateur. Donc le ICA Accélérateur, c'est un instrument qui est atypique sur bien des points dans Horizon Europe. Donc avant de se lancer dans cette aventure, on va dire, c'est bien de mieux connaître les attendus de ce dispositif, qui est très attirant du fait des montants de financement importants qu'il accorde et du fait d'être monobénéficiaire. Mais bon, on va rentrer un peu plus dans le détail, que vous sachiez dans quoi vous lancer. Donc déjà, le premier point sur lequel le ISA Accélérateur diffère de l'ensemble des programmes européens, c'est le fait qu'il est monobénéficiaire. La plupart des programmes européens, vous avez entendu dire, il faut être en consortium, à minima, 3 acteurs venant de 3 pays. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est du monodéposant. Donc pas de problématique de création de consortium. En théorie, sont éligibles donc les personnes physiques, start-up, PME et ETI de moins de 500 personnes. Dans les faits, on voit très peu de personnes, on voit même aucune personne physique être lauréate. Et il y a eu très peu, si ce n'est aucune, d'ETI de moins de 500 personnes qui ont candidaté, sachant que ces sociétés doivent fournir une preuve de refus bancaire pour être considérées comme éligibles. Donc on va dire que le public cible, c'est plutôt la start-up PME. On voit des sociétés côté français d'une dizaine, quinzaine de salariés. Enfin, ça dépend des secteurs, mais voilà un petit peu à minima le nombre d'employés qu'on voit dans les sociétés lauréates. Ensuite, c'est un dispositif qui est centré autour de la deep tech. Donc, qu'est-ce qu'on entend par deep tech? On pourrait dire d'où vient l'histoire de la société, ou à minima du projet qui est présenté à l'EIC Accélérateur. C'est souvent des projets qui viennent de la recherche scientifique, donc, et la société en elle-même peut en être issue. Donc, un groupe de chercheurs qui décide de fonder une société pour exploiter des découvertes qui ont été faites, ou ça porte une technologie qui est développée en lien avec un laboratoire de recherche. On voit aussi des sociétés, enfin des équipes de personnes très expérimentées sur un secteur industriel, type les microprocesseurs, les semi-conducteurs, des choses comme ça. Donc des vétérans de l'industrie qui décident de rebattre les cartes et de monter une société pour venir changer tout ça. Et ensuite, en fait, donc ça, c'est un peu l'origine du projet, et le futur du projet, c'est des sociétés, enfin des projets qui ont eu des besoins colossaux de financement, donc généralement qui ont été fortement soutenus par certaines aides BPI, type aide au développement Deep Tech, Bourse French Tech, iLab, iNov, et on arrive à la fin des aides publiques disponibles pour les aider. Ils doivent venir chercher donc des fonds plus importants, qui est en mesure d'apporter le IC, mais c'est des besoins importants de financement qui sont couplés à des risques aussi très importants. C'est propre à la deep tech. Il peut y avoir des phénomènes physico-chimiques ou biologiques qui mettent fin au projet, on va dire. Donc, type un essai clinique, le produit ne donne pas l'efficacité attendue. Bon, mais c'est fin du projet, et il y a des risques inhérents qui sont très importants.
Ensuite, le projet en lui-même qui est déposé à l'EIC Accélérateur, il doit être central pour le candidat. Ça ne peut pas être un projet secondaire. Si la société si le projet n'est pas retenu par l'EIC, bon, on remet le dossier dans les cartons et puis on le représentera la prochaine fois. C'est vraiment quelque chose qui est central pour la société. La plupart du temps, on voit même plutôt des sociétés monoprojets, on va dire. C'est pas toujours le cas, mais on est souvent dans ce cas de figure. Ensuite, en termes de niveau de développement, vous êtes certainement familier du concept de TRL, Technological Readiness Level, qui est utilisé par la Commission européenne, mais aussi BPI France, pour un peu calibrer les projets technologiques et voir en fait à quel moment on commence à intervenir. L'EIC, ça commence au TRL 5, donc c'est-à-dire qu'il y a un prototype qui a été validé dans un environnement proche de la réalité. Le TRL, il va de 1 à 9, 1 étant l'idée en laboratoire et 9 étant le produit commercial. Sécurité économique, on verra ça après un peu plus dans le détail. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur, on va dire, votre pertinence et votre éligibilité, vous consultez l'article quand vous aurez la présentation. Vous avez un lien qui vous envoie sur notre site internet où on a fait un peu un profilage des projets lauréats pour que vous puissiez voir si vous collez ou pas avec la représentation attendue, on va dire. Ensuite, l'EIC diffère aussi, enfin l'EIC et l'EIC Accélérateur diffèrent aussi du reste d'Horizon Europe avec une logique Open Challenge. Donc Open, on est en fait sur des appels où il n'y a aucune thématique bloquée. N'importe quel projet peut candidater sur ce volet-là. En termes de thématique. Donc ça diffère des autres projets européens où il y a des sujets très précis qui ont été identifiés. Là, l'EIC reconnaît, OK, sur des technologies disruptives, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Donc, laissons la porte ouverte à tout le monde et c'est là où va la majeure partie du budget. Et ensuite, vous avez un certain nombre de challenges qui changent chaque année. Donc là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 challenges, donc de l'IA, de la réalité virtuelle, du quantique, de la précision de fermentation, de la fermentation de précision, des anticorps monoclonaux et les énergies renouvelables. Ça change chaque année. Il y a des budgets fléchés. Quand vous candidatez sur un challenge, c'est parce que vous répondez en quelque sorte à une priorité européenne. Et l'EIC accorde de plus en plus d'importance au challenge. Donc, les candidatures en challenge sont souvent bienvenues, on va dire. Le critère de sécurité économique, bon, je ne vais pas en parler outre mesure. C'est une introduction qui a été, c'est un concept qui a été introduit dans le Workpack Programme 2024 de l'EIC. Il y a la question qui se pose en fait de savoir lorsque les sociétés sont financées, si elles sont vraiment, on va dire, européennes. Et en particulier sur des sujets qui sont hautement stratégiques comme l'IA, le quantique, les semi-conducteurs et les biotech. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, mais simplement, si vous êtes dans ces catégories-là, il faudra regarder plus en détail ce critère de sécurité économique. On pourra en discuter tous ensemble, mais ultérieurement, si jamais vous êtes candidat et tombé dans ces thématiques-là. Qu'est-ce qu'apporte l'EIC et pourquoi faire? Donc, l'EIC, c'est un financement qui est très important puisqu'on peut obtenir jusqu'à 2,5 millions de subventions qui prennent en charge 70% des coûts et 15 millions d'investissements. Donc, c'est assez attirant. Qu'est-ce qui est censé venir faire ce financement? C'est vraiment vous accélérer. C'est pas un financement qui est là pour, on va dire, sauver une société qui ne va pas bien du tout et qui a besoin de financement. Ce n'est pas là pour venir vous aider à développer un projet secondaire. C'est vraiment accélérer la trajectoire d'une société et permettre aussi, il faut que ce soit important pour l'Europe en termes de timing. Il y a la question qui va se poser de savoir si vous êtes, on va dire, à l'état de l'art ou au-delà, ou si vous êtes, on va dire, en retard sur la concurrence internationale ou européenne. Dans ce cas-là, ils ne vont pas nécessairement considérer comme nécessaire de vous aider puisque vous arrivez peut-être trop tardivement. Donc, comme je vous le disais, les besoins financiers de la Deep Tech sont très importants. Donc, en fait, l'EIC a été créé par rapport à cette situation-là. Le constat a été fait, l'Europe a de la science d'excellence qui ne se concrétise pas par des innovations qui vont jusqu'au marché. L'une des problématiques qui était associée, qui pouvait expliquer cela, c'était la réticence des investisseurs privés européens
à investir dans le risque. Et donc l'Europe a dit, bon, on va monter l'EIC pour justement débloquer ce genre de situation, en faisant, en fait, en injectant de l'argent public de manière à dérisquer le projet et inciter les investisseurs privés à venir aider. Quand je vous dis, voilà, ça a pas vocation à, enfin, ça a vocation à débloquer une situation, c'est-à-dire que l'Europe, là, quand vous venez chercher l'EIC, en gros, c'est la dernière marche des aides publiques. Donc, vous avez déjà largement bénéficié en France de BPI France. Enfin, la plupart du temps, c'est ça. On aura le cas Greenhub, qui est un peu atypique, puisque issu d'un grand groupe et donc a été financé via ces fonds-là jusqu'à la naissance de la société. Mais la plupart des candidats et lauréats que nous voyons, c'est des sociétés qui ont largement bénéficié voilà, des aides BPI France, iLab, iNov, EdipTech, Bourse French Tech. Et quand vous allez voir le l'EIC, l'investissement, en fait, le l'EIC n'investit pas seul. Donc, il faudra nécessairement amener des co-investisseurs. Et quand vous allez voir le l'EIC, il faut montrer que vous avez cherché d'abord à vous trouver ces fonds privés de votre côté. Donc, il sera attendu que vous ameniez des lettres d'intérêt, des preuves de discussion avec des investisseurs privés. Donc tout ça, voilà, si vous apportez si vous collez, on va dire, aux attendus, vous pourrez bénéficier jusqu'à 2,5 millions de subventions. Ça prend 70% des coûts en charge. La subvention, c'est pour les coûts R&D de développement. Et l'investissement, donc jusqu'à 15 millions, gardez en tête que voilà, pour 1 euro d'investissement demandé, il faut 1 euro d'investissement privé en face. Donc, si vous demandez 15 millions, et bien, en fait, 15 millions à l'EIC, en gros, c'est parce que vous visez 30 millions de levée de fonds. Et l'investissement, ça permet de financer tout type de dépenses, pas seulement de la R&D, mais ça peut prendre en charge les 30% restants si ça se goupille bien. Et l'EIC offre également des Business Acceleration Services, donc il y aura de la mise en relation avec des investisseurs, des contacts avec l'Office européen des brevets pour la propriété intellectuelle et des Innovation Procurement et bien d'autres choses. Donc le financement, on va dire, il y a 3 modalités de financement: grant only, blended, equity only. Grant only, c'est de la donc subvention seule. Attention, il faut être capable de démontrer que vous serez capable d'autofinancer la suite par vous-même. Parce que vous êtes confiant dans le fait de pouvoir faire une levée de fonds, parce que vous allez générer assez de chiffre d'affaires pour vous en sortir seul, parce que vous avez déjà enfin, bon, il y a, je sais- on a qu'un cas en France, en fait. C'est un cas qui est vraiment très minoritaire. Ça existe, mais voilà, c'est pas forcément le premier à viser. La philosophie de l'EIC, c'est plutôt le blended, le mélange de subventions et d'investissement. Sachant que, bon, avant, il y avait 2 modalités différentes, le Grand First et le blended, qui ont été fusionnés. Le Grand First étant souvent utilisé par les biotech. En gros, on demandait de la subvention en l'EIC et sous réserve de l'atteinte de certains jalons, l'investissement était possible. En fait, là, ça a été fusionné sous un même chapeau, on va dire. Derrière, en fait, ça existe toujours. C'est la BEI, enfin, le IC Fund, qui va faire une pré-due diligence, en fait, pour définir si la société est prête à recevoir de l'investissement ou non. Si elle n'est pas considérée comme prête, elle sera mise en grande first, en fait, et elle bénéficiera de l'investissement sous réserve d'atteindre certains jalons fixés avec l'EIC. Et l'equity only, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pour des sociétés qui ont déjà été lauréates de l'EIC par le passé, l'EIC Pilote ou l'EIC Accélérateur en Grand only, qui peuvent en bénéficier. Donc ça, une modalité de financement à garder en tête, donc pour la partie subvention, les coûts, enfin le financement se fait via un système qui s'appelle les lump sum, donc un remboursement sur sur une base forfaitaire. Ça a commencé à être déployé dans Horizon Europe. Là, c'est aussi déployé au sein de l'EIC. C'est censé faciliter la vie des PME, des porteurs de projets, puisqu'il doit y avoir moins de contrôle financier derrière. Voilà, c'est censé faciliter la vie. On attend de voir ce que ça va donner dans la réalité désormais, puisque la théorie et la pratique parfois diffèrent. Ça vient d'être introduit, donc on n'a aucun recul là-dessus. La seule chose qu'on peut vous évaluer, enfin vous conseiller de faire, c'est que le fait que les War Packages ne peuvent être payés qu'à leur fin, dans le cas des lump sum. Donc, ça ne fonctionne plus comme avant où vous finissiez à mi-projet, il y avait le bilan
d'activité et ah ben voilà, vous avez eu tel coût à payer, bon ben l'EIC est capable de vous donner la subvention sur ces coûts. Là, si le work package n'est pas terminé, ils sont pas capables. Donc, il faut veiller à découper les work packages de manière à ce qu'ils collent sur les périodes de reporting. Donc, normalement, c'est à mi-projet. Donc, sur un projet classique de 24 mois, ben, en fait, vous découpez vos work packages de manière à ce qu'ils rentrent sur 12 mois. Enfin, les work packages coûteux, on va dire une phase 1, phase 2, vous faites. Et comme ça vous permet d'avoir les décaissements au bon moment. Ensuite, comment on fait pour candidater à l'EIC Accélérateur? Donc, c'est un process en 3 grandes étapes: short proposal, full proposal, interview. Donc, short proposal, continuellement ouvert, vous allez avoir un dossier de 12 pages à faire avec un pitch deck de 10 slides et une vidéo de 3 minutes. C'est assez rapide à faire, donc 4 évaluateurs qui prennent en main le dossier et il faut un 3 sur 4 à minima pour passer. Donc, il n'y a pas de date butoir ni rien à respecter. Par contre, si vous visez par exemple un dépôt pour le 3 octobre, il faut faire un peu de rétro-planning. Bon, 6 semaines, 4 à 6 semaines pour l'évaluation. On a vu qu'il y a des retards qui sont possibles. Donc, en gros, visez par exemple mi-août à déposer si vous visez un dépôt au 3 octobre en full proposal. La full proposal, donc voilà, une date butoir à respecter. Il y en avait 2 en 2024. Il y en a une qui est passée. C'était le 13 mars, donc il vous reste le 3 octobre. C'est un dossier qui est nettement plus conséquent avec 50 pages à constituer. Derrière, donc voilà, pitch deck, vidéo de 3 minutes, mais aussi des lettres d'intention, un freedom to operate qui est fait par un cabinet de propriété intellectuelle. Donc c'est nettement plus conséquent à constituer, donc ça s'anticipe. Il faut bien garder en tête que c'est un dossier qui est très très conséquent. Donc même si vous visez par exemple un dépôt à la mi-août, vous ne pourrez pas vous permettre d'attendre les 6 semaines du retour sur la short proposal. Donc il vous faudra travailler avant même d'avoir les résultats. 3 évaluateurs qui vont prendre en main votre dossier et ils vont évaluer votre dossier sur 3 critères. Il faut un 9 sur 9 pour passer. Ou cas particulier qui vient d'être introduit cette année, si vous êtes dans le cas de figure où vous avez 2 évaluateurs qui, on va dire, jugent de manière très favorable votre projet et un qui émet une ou plusieurs critiques qui fait que vous ne passez pas, il y a une réunion de consensus qui va être organisée pour clarifier les positions de chacun et potentiellement l'évaluateur qui a mis un ou plusieurs no-go changera sa ligne de conduite et décidera d'adopter, sera convaincu par les 2 autres évaluateurs et vous pourrez être ainsi, entre guillemets, sauvé. Et vous pourrez donc, si vous validez ce dossier-là, être convoqué pour l'interview. Donc l'interview, c'est pitcher son projet en 10 minutes en anglais devant 5 évaluateurs de l'EIC, enfin 5 jurés. Donc c'est plutôt des profils investisseurs, business. Il y a un peu de scientifique, mais c'est bon. En fait, plus on avance dans le process de sélection, plus on passe de profils scientifiques à des profils financiers business. Et donc, vous présentez votre projet, 35 minutes de questions derrière, et l'EIC décide dans la foulée si vous serez, enfin le jury décide dans la foulée si vous serez financé ou non. Il peut également y avoir dans le jury des personnes de la BEI ou des programmes managers de l'EIC. Donc, c'est des personnes qui sont responsables en quelque sorte d'un portfolio technologique et qui peuvent évaluer, c'est des experts techniques et évaluer la pertinence du projet par rapport au portfolio qui se constitue au sein de l'EIC, l'intérêt pour cette thématique. Donc, à garder en tête aussi, quand vous passez l'étape 1, vous avez accès à un coach qui est payé par l'EIC, 24 heures d'accompagnement. Donc, le coach, ce n'est pas un consultant qui va faire le dossier à votre place, mais c'est quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir sur votre stratégie réglementaire, votre stratégie pays, votre scale-up. Enfin, voilà, c'est censé être des personnes qui ont des compétences, des expertises particulières pour vous aider plus sur la société en elle-même et le projet que sur le dossier en tant que tel. L'étape 2, on en parle avec des candidats malheureux. Enfin, oui, c'est pénible, ça peut être très lourd à faire, très, très pénible à vivre. Il n'empêche que c'est très structurant. Vous allez vraiment rentrer dans un niveau de détail qui est assez important. Et in fine, ça peut vous servir pour vos futures levées de fonds. Il y a peu de temps, je parlais avec un candidat qui a échoué malheureusement à l'oral pour la 2e fois. Là, il me disait c'est bon pour aller voir les investisseurs, j'ai mon dossier qui est complet, je vais faire un petit extrait d'informations là-dedans pour éliminer certaines informations qui sont propres à l'EIC, on va dire. Mais dans les faits, j'ai une grosse partie du travail qui a été fait, donc il en était très content.
Et juste sur l'interview, gardez en tête que si jamais vous déposez votre dossier, là sur l'étape 2, full proposal, le pitch deck ne se change pas. Donc, vous serez enfin, vous pitcherez le projet sur le pitch deck mis, et parfois on a des candidats qui, on va dire, découvrent cela un peu tardivement et se retrouvent avec un pitch deck qui n'est pas très utilisable pour faire des présentations en direct. Il est plutôt fait pour être lu et ils sont mis en difficulté comme ça, donc à garder en tête. Donc ça, je vous en parlais, les consensus meetings, les évaluateurs, avant, ils avaient accès aux précédentes candidatures. Désormais, ce n'est plus le cas. Donc ça, voilà, ils sauront un peu, hein, ils sauront pas en fait ce que votre historique avec le l'EIC. Et sur l'interview, les évaluateurs pouvaient changer les modalités de financement dont vous bénéficiez. Ce n'est plus le cas là encore. Mais voilà, c'est des choses qui ont pu impacter des candidats par le passé. Voilà, d'autres petites choses à savoir, pour ceux qui ont déjà candidaté, les compteurs ont été remis à zéro. Donc tout le monde a commencé avec un casier vierge, on va dire, en 2024. Ceux qui avaient une possibilité de candidater parce qu'ils avaient passé l'étape 1, ils pouvaient toujours continuer, mais dans le sens où les échecs qu'ils ont pu rencontrer étaient remis à zéro. Parce que désormais, il y a 3 candidatures qui sont possibles avant de se retrouver en ce qu'on appelle le cool down. En fait, c'est la possibilité de ne plus pouvoir candidater. Avant, c'était un délai de 12 mois qui devait s'écouler avant de pouvoir recandidater après 2 échecs. Désormais, c'est 3 échecs, mais c'est une impossibilité de candidater jusqu'en 2027, la fin d'Horizon Europe. Donc, c'est nettement plus long, donc il faut vraiment évaluer la pertinence de candidater à chaque instant et pas foncer tête baissée en se disant, bon, on tente notre chance, parce que vous pouvez potentiellement griller une cartouche et vous mettre en difficulté. Après un cas particulier, il est possible de redéposer en théorie avec un nouveau projet, mais il doit être totalement différent des autres. On a eu des petits cas comme ça, des discussions avec des candidats. On pourra en parler si jamais certains sont concernés par un tel cas de figure. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer les critères d'évaluation. Quand vous allez dans le work programme, vous pouvez les voir. Enfin, c'est assez transparent sur comment les dossiers sont évalués. Vous voyez vraiment à chaque étape tous les critères qui sont employés. Là, je ne suis pas rentré dans le détail de chaque critère, de chaque sous-critère, mais vous avez vraiment en fait les questions entre guillemets que les évaluateurs doivent se poser quand ils lisent votre dossier. Donc, ça vous permet de voir un petit peu ce qui est attendu dans un dossier EIC accélérateur. Ensuite, sur les résultats, donc pour vous montrer un petit peu les dynamiques au niveau européen et au niveau français, on voit qu'il y a eu il y avait eu un petit pic de candidatures en 2022, ça a descendu en 2023, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de candidatures par rapport on va dire, au budget disponible. Donc forcément, ça fait des taux de succès qui sont assez bas, mais il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont pas forcément pertinentes. Donc c'est un petit peu le problème, c'est oui, il y a un taux de succès qui est bas, mais pour les sociétés qui sont vraiment pertinentes, on est quand même sur des taux de succès qui peuvent être hauts. En France, on essaie de décourager certains candidats à y aller si on estime qu'ils sont pas pertinents. Bon, là, on a eu un taux de succès de 10%. On est tout le temps au-dessus de la moyenne européenne. En 2021, on était à 15%. L'an dernier, on était à 12%. On essaie de faire ce travail pour éviter qu'il y ait des désillusions. Le IC n'est pas un dispositif qui est fait pour tout le monde. C'est vraiment très spécifique. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour échanger sur est-ce que notre projet est vraiment pertinent pour y aller, etc. Qu'on puisse vous envoyer dans de bonnes conditions sur ce dispositif. Euh, à garder en tête aussi, on est les premiers bénéficiaires, donc 88 lauréats, taux de succès 12,3%. Le ticket moyen, comme je vous l'ai dit, donc c'est 2,5 millions de subventions, 15 millions d'investissements. Là, on a une moyenne de 7,5, sachant qu'on a les candidats dits en grande first, donc qui ont la subvention en premier, leur investissement est indiqué à zéro. Donc, dans les faits, on a un ticket moyen qui est même beaucoup plus élevé, mais pour des simplicités, enfin, pour simplifier les calculs, on le fait comme ça et ça donne du 7,5 millions pour 2 millions de subventions, 5,5 millions d'investissements. Donc, c'est quand même des aides qui sont très conséquentes. Et je vous invite à aller voir, il y a un data hub avec les profils enfin, les lauréats sont présentés. Donc, ça vous permettra de voir en fait à quoi ressemble un projet lauréat, combien ça demande, s'il n'y a pas vos concurrents, par exemple, qui n'ont pas été lauréats, et mieux voir qu'est-ce qui peut être attendu. Donc là, je vous ai mis quelques slides avec les logos des lauréats. Vous verrez, il y aura beaucoup de santé. J'ai encadré en rouge les lauréats qui sont Pays de la Loire ou Bretagne.
Donc voilà, encore de la santé, du logiciel. Le logiciel médical, il y en a quelques-uns. Le digital a un peu du mal à le hisser. Le pur digital, c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme étant avec des risques inhérents ou trop deep tech, et donc ça a du mal à convaincre les évaluateurs d'être financés. Donc là, on a Greener qui va témoigner tout à l'heure. Industrie Green Tech, encore une page Industrie Green Tech. Kelabs qui est en Bretagne également. Lauréat dans le spatial. On a du quantique, du semi-conducteur, et là un peu de digital, mais voilà, le digital a du mal à convaincre. En termes d'équipe pour vous accompagner, donc on est 5 au sein du PCN EIC Accélérateur. Je suis le seul à 100% et je suis rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a 4 autres personnes que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont actifs, on va dire, dans les réseaux d'innovation français. Carole Miranda, qui est responsable Europe à la NRT, donc l'association qui fait les tests CIF pour le ministère. Jérôme Billet, qui est au sein de France Innovation et de la SRC. Christian Dubarry et Gilles Lecogen qui sont chez BPI France. Donc, c'est des personnes qui partagent leur temps entre le PCN, qui consacrent 40% de leur temps au PCN et 60% à leur organisation d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner dans votre processus de candidature? Donc, comme je l'évoquais, un système de diagnostic et échanger avec vous pour évaluer la pertinence du projet. Donc, déjà, on vous partage les liens qu'on peut avoir fait pour l'article d'autodiagnostic, que vous puissiez faire l'exercice par vous-même. Et si vous avez toujours des doutes, on peut rééchanger derrière. Ensuite, accompagnement. On peut répondre à vos questions dans le processus de candidature. Attention, on ne fait pas le travail de consultant. On est 2,6 équivalents temps plein. On serait bien incapable de monter des dossiers pour la France entière. Mais on peut voilà, intervenir sur des questions qui pourraient se poser dans vos dossiers. Donc, en préparation des ateliers de relecture. Donc ça, c'est pas encore mis en place au niveau Bretagne, Pays de la Loire. Ça l'est en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Bon, on est en train d'échanger pour voir si on pourrait faire quelque chose dans vos deux régions. Après, les oraux blancs, donc ça, c'est organisé par le PCN en lui-même. Donc, c'est proposé pour tous les candidats de la France entière. Donc, on a dû voir quasiment 90 sociétés en euro blanc pour le moment, faire une centaine d'euros blancs, et toujours en lien avec les EN régionaux qu'on mobilise. Et ensuite, on essaie de suivre un peu la situation des lauréats pour identifier des problèmes qui pourraient se poser, et puis avoir on va dire, des belles histoires à raconter, des témoins plus faciles à mobiliser, et aussi on leur relaie des informations de l'EIC pour participer à des salons, des choses comme ça. Donc ça, différentes ressources qu'on a développées qui peuvent vous aider. Donc, vous parlez de l'éligibilité, pertinence de la candidature. On a fait une boîte à outils avec toutes les ressources clés pour candidater. On a compilé les témoignages de lauréats. On a rassemblé des exemples de vidéos qui peuvent être mises dans les dossiers, enfin, qui doivent être mises dans les dossiers de candidature. Parce qu'on avait beaucoup de candidats qui me disaient, mais à quoi ressemble la vidéo d'un lauréat UIC Accélérateur? Et on vous a rassemblé quelques exemples que vous puissiez voir tout cela. BPI France. Donc, comme vous avez vu, il y a 2 PCN qui sont chez BPI France. Il y a plusieurs actions que BPI mène en parallèle pour, on va dire, renforcer les actions du PCN. Donc, il y a une communauté qui a été créée sur Euroquity. Euroquity, c'est la plateforme de mise en relation investisseurs-entreprises de BPI France. Donc là-dessus, on va poster des informations un peu de la même manière qu'on peut faire sur LinkedIn. Il y a voilà, des échanges qui sont organisés, donc ça se structure gentiment, cette communauté. Il y a des propositions d'événements qui sont parfois relayées. Voilà. Donc vous pouvez rejoindre cette communauté pour suivre l'actualité. Le Diag Europe, c'est un dispositif de financement de consultants. Bon, il y en a un aussi qui existe en région Pays de la Loire. Je ne crois pas qu'il y ait la même chose en Bretagne, mais peut-être qu'ils pourront confirmer ou non. Donc, ça permet d'avoir une prise en charge partielle du coût d'accompagnement. Il y a une liste de consultants aussi qui sont référencés, donc ça peut vous aider dans votre choix d'accompagnement. Bon, ça, c'est le processus à suivre. D'ailleurs, je vois sur la slide précédente que la responsable de l'offre, Aïda, est en partie. Ce n'est plus la bonne adresse mail. Je n'ai pas le contact désormais, mais si vous passez par l'adresse mail équipe Diag, là, vous aurez un interlocuteur. Donc oui, comment déposer une demande? Bon, ça, il suffira de contacter l'équipe Diag pour avoir les informations. Et enfin voilà, j'ai fini la partie qui me concerne. On va se retrouver au niveau des questions-réponses et pour la présentation des financements complémentaires aussi. Là, je passe la main à Véronique qui va vous présenter l'accompagnement en Pays de la Loire. Ou peut-être que ce sera Hélène pour Bretagne. Je ne sais pas dans quel ordre. Voilà. Donc merci Gorka. Donc
comme on l'a dit, n'hésitez pas à inscrire toutes vos questions dans le chat. Je vais essayer de reprendre la main, moi, sur le. Je n'ai plus la main sur mon. Voilà, je vais partager ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, oui, on le voit. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je vais laisser donc, effectivement, nous allons, en 2 temps donc, présenter l'accompagnement des porteurs de projets, tout d'abord sur les Pays de la Loire. Est-ce que, Agnès, tu veux, Oui, bien démarrer? sûr. Je laisse la Donc, parole à Agnès qui va se présenter. Merci. je suis Agnès Trarieux, directrice du bureau de représentation de la région à Bruxelles. Donc, je me présenterai un petit peu plus ma structure après, mais le webinaire organisé aujourd'hui sur le l'EIC Accélérateur a, par exemple, été fait dans le cadre du Hub Europe Pays de la Loire, a été initié dans le cadre du Hub Europe Pays de la Loire, qui est co-animé par les 3 structures qui vont se présenter aujourd'hui et qui peuvent être des relais au niveau de la région des Pays de la Loire pour vos financements européens, pour la recherche de financements européens ou pour toute question d'ailleurs liée à l'Europe. Ça peut être aussi des questions législatives pour ce qui nous concerne. Mais donc, en Pays de la Loire, vous avez le Hub Europe qui rassemble les têtes de réseau des Pays de la Loire, de la recherche et de l'innovation. Et c'est un groupe qui a été mis en place il y a quelques années, en 2017, et qui vise à faire monter en expertise l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation sur le territoire des Pays de la Loire. Donc, ça se concrétise par un partage d'informations, partage de bonnes pratiques, une organisation d'événements comme celui d'aujourd'hui, par exemple, des webinaires ou des conférences, des groupes de travail sur des sujets qui peuvent être plus ciblés en fonction des demandes aussi des membres du Hub Europe. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, on a un certain nombre de membres qui sont les universités, les technopoles, les centres de recherche, les pôles de compétitivité. Et l'ensemble des représentants se regroupent régulièrement et permettent donc de faire circuler l'expertise et de pouvoir, pour que vous vous sentiez moins seul aussi et que vous sachiez où aller chercher l'expertise sur le territoire des Pays de la Loire. Donc, vous aurez accès à cette présentation et vous pourrez voir l'annuaire des membres du Hub Europe des Pays de la Loire. Donc, je vais passer à la présentation très rapide de notre bureau. Donc, comme je le disais rapidement, nous sommes une petite équipe à Bruxelles, basée à Bruxelles, donc qui représente l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. Donc, on est une association, donc on a différents membres du territoire des Pays de la Loire, mais on est là surtout pour repérer les opportunités, aller chercher justement les informations qui peuvent être les plus pertinentes pour nos acteurs sur le territoire. Donc, on peut être un relais en lien avec le Conseil régional des Pays de la Loire et nos membres. On peut être un relais sur les questions européennes. Je vais laisser les autres copilotes du Hub Europe se présenter parce que ce sont effectivement d'autres entrées sur les questions européennes avec des outils mis en place par la région. Donc, je te laisse la parole, Emma. Oui, merci Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Emma Guillemot, donc chargée de mission Europe au sein du service Action européenne de la région Pays de la Loire, donc un service intégré à la direction des politiques européennes du Conseil régional. Le SAE, donc c'est la porte d'entrée vraiment en termes de fonds sectoriels et de programmes Interreg. On va proposer de l'information, de la sensibilisation, de l'accompagnement des acteurs ligériens pour favoriser leur accès au financement européen. Donc, on a notamment développé un dispositif régional d'appui au montage de projets européens qui s'appelle Objectif Europe et que je vous présente ici. Donc, c'est une offre d'accompagnement à destination des acteurs ligériens uniquement qui souhaitent engager une démarche de dépôt de dossier
Donc, soit au titre des appels à projets de coopération territoriale européenne, donc tout ce qui va être Interreg, soit au titre des programmes sectoriels, donc notamment Horizon Europe, mais tout autre programme sectoriel comme LIFE, Erasmus+, etc. pour les plus connus. Donc, en somme, toutes sortes de dossiers européens hors fonds structurels gérés par la région. Donc, ce dispositif, il a été développé puisqu'on est parti du constat que les acteurs de notre territoire avaient des besoins multiples pour le montage de dossiers européens. Ça peut aller de voilà, l'aide à la recherche de partenaires pour la constitution d'un consortium, du besoin de soutien dans l'élaboration de parties stratégiques d'un dossier, de plans de financement, ou alors voilà, de besoins de relecture, de correction, etc. Donc la région vient répondre à ces besoins avec 2 forfaits d'accompagnement en fonction du rôle de la structure dans un projet. Donc on propose un forfait soit de 60 heures pour des coordinateurs de projet, soit de 30 heures pour plus des partenaires de projet, ou bien pour une resoumission d'un projet qui n'aurait pas été lauréat. Ce dispositif, il est Objectif Europe, il est divisé en 3 lots thématiques pour lesquels nous avons contractualisé avec un cabinet expert dans le domaine. Les 3 lots, vous les voyez ici à l'écran, mais aujourd'hui, je vais plus insister sur le lot qui va vous intéresser dans le cadre des appels EIC, qui est le lot Innovation, Compétitivité et Recherche. Voilà, il concerne notamment les appels la spécificité du dispositif EIC, mais également les clusters thématiques de Horizon Europe et puis les appels des partenariats Horizon Europe également. On a également des priorités compétitivité et innovation sur les appels Interreg, mais voilà, sachez que le dispositif EIC peut être éligible sur ce lot. Rapidement, concernant les modalités de dépôt d'un dossier Objectif Europe, c'est assez simple. Tout est dématérialisé, la demande est à faire en ligne et on a tous les documents explicatifs, les pièces annexes, etc., qui sont disponibles en téléchargement sur notre site du Conseil régional. Donc voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me recontacter directement ou à recontacter la région via l'adresse email ici sur la slide. Et en tout cas, l'équipe du SAE et puis de la région Pays de la Loire se tient disponible pour vous aider dans le montage de projets européens. Donc merci à vous. Merci Anna. Et puis enfin, comme le disait Agnès, effectivement, autre copilote, donc Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique des Pays de la Loire, qui est au service du développement des entreprises et des territoires en Pays de la Loire. Et depuis 2020, Solutions Éco est partenaire Entreprise Europe Network. Elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice des entreprises, notamment des PME, sur le territoire, afin de les aider dans leur démarche d'innovation et d'internationalisation, en associant les enjeux du développement durable. Donc, nous intervenons, en tout cas l'équipe EN de Solutions Éco intervient plus particulièrement en réponse aux besoins des PME sur son champ d'expertise, hein, qui va être beaucoup plus orienté, on va dire, réglementation européenne, partenariats européens et partenariats internationaux. Et puis, comme je vous l'ai dit, également sur la démarche, l'accompagnement à l'intégration de la démarche et des enjeux du développement durable auprès des PME. Et elle joue aussi avec la complémentarité des acteurs de l'écosystème en Pays de la Loire, et donc est en capacité, en complément de son accompagnement, d'identifier les bons interlocuteurs, les bonnes expertises et aussi les dispositifs pour répondre au mieux aux besoins des entreprises ligériennes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur notre participation et intervention auprès des PME. Je propose de passer la main à Hélène Morin. Je profite juste pour prendre la parole. Oui, On me dit je t'en que prie. le chat ne fonctionne pas. Ah. Apparemment, les participants ne peuvent pas poser de questions. Donc, à voir si vous pouvez me confirmer cela, même dans le Q&R. Donc,
Je vérifie ça et D'accord. je mets à jour la Merci, situation. Chiara. Ok. Bonjour à tous. Hélène Morin, donc je travaille à BDI, donc l'Agence de développement économique de la région Bretagne, et je suis responsable du pôle Europe au sein de BDI. Et là, je vais vous présenter donc l'accompagnement qui existe en région Bretagne, qui est très proche en fait de ce qui est fait en Pays de la Loire. On va retrouver attendez que je puisse. Un regroupement d'acteurs aussi, qui est au sein de ce qu'on appelle le réseau Noé, donc le Hub Europe en Pays de la Loire et réseau Noé en Bretagne, et qui regroupe des acteurs à la fois issus des universités, des centres de recherche et des structures qui accompagnent les entreprises dans la préparation et la rédaction de dossiers européens. Donc, de la même façon, l'idée de regrouper l'ensemble de ces structures, c'est de partager de l'information, de partager d'expertise et d'être sûr de pouvoir répondre au mieux aux attentes et aux besoins des entreprises. En termes d'objectifs, vraiment, c'est de permettre aux entreprises d'être plus visibles et de s'intégrer à des outils tels que Horizon Europe, mais d'autres financements aussi qu'on verra un petit peu plus tard, de façon à pouvoir être adaptés à leurs besoins, à leur stratégie d'innovation, à leur stratégie d'ouverture et de partenariat. En termes d'accompagnement, c'est assez proche aussi de ce qui est fait en Pays de la Loire, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser, comme les ateliers qu'on fait aujourd'hui, on explique comment ça fonctionne, quels sont les outils, quels sont les interlocuteurs, à quel type de besoins ça répond, les calendriers, les montants, etc. On va aussi travailler sur l'analyse du besoin de l'entreprise. On part bien de ses attentes, de là où elle veut aller et quels sont les meilleurs instruments qui peuvent être mobilisés. C'est vrai que parfois, le IC Accelerator, ça fait très envie parce que le montant est important, mais si ça ne correspond pas aux besoins, ce n'est pas forcément là où il faut aller. Donc, on va pouvoir aussi regarder de façon approfondie les autres instruments et positionner l'entreprise ou l'instrument là où c'est le mieux pour sa stratégie de développement. On identifie aussi des partenaires ou des consortiums européens quand le choix d'un projet ou d'un outil collaboratif est fait. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des interlocuteurs dans d'autres pays, dans d'autres régions, ou intégrer des consortiums. Ça peut être aussi une autre façon de coopérer. Et là encore, via nos réseaux, donc que ce soit les antennes de Bruxelles, comme celle de Pays de la Loire, où il y en a aussi en Bretagne qui peuvent être des bons relais, ou d'autres réseaux européens comme Entreprises Europe Network qui couvrent tout le territoire. Ce sont des interlocuteurs qu'on peut mobiliser pour chercher une structure, une entreprise, un centre de recherche dont vous auriez besoin. On fait aussi du conseil sur le type d'informations attendues et le montage budgétaire. Donc là encore, on reste vraiment, on n'écrit pas, c'est pas notre métier. En revanche, on peut aussi décrypter un appel à projet, décrypter un montage budgétaire aussi. On a parlé tout à l'heure de la notion de lump sum. Ce sont des nouveaux régimes financiers. Donc là aussi, on peut expliquer, on peut vous accompagner sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans le type de dépenses attendues, dans les achats, dans les investissements, etc., de façon à ce que ça corresponde le plus possible à votre besoin et surtout que l'enveloppe soit adaptée au projet que vous voulez mener. Et enfin, on fait aussi de la relecture critique du dossier, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes avancé dans votre dossier, donc en partenariat avec les PCN, on peut aussi relire votre dossier et vous donner notre point de vue sur la compréhension du dossier et éventuellement poser des questions, parce qu'on sait très bien qu'une fois, quand on est dans un dossier, des fois, on n'arrive plus à avoir ce regard critique et prendre un peu de hauteur, et c'est ça qu'on peut vous apporter dans la relecture. Je vous invite à nous contacter si jamais vous avez des questions ou des besoins. On est une équipe qui couvre tout le territoire et on est à votre disposition. Je vous remercie. Merci Hélène. Nous allons inviter Monsieur Dess à venir nous présenter sa démarche et son expérience de l'EIC Accelerator en tant que heureux lauréat. Très bien, bonjour à tous et merci de cette opportunité de vous présenter un petit peu qui on est et puis surtout vous faire un retour d'expérience
sur notre candidature et puis le fait qu'on a été lauréat de l'EIC fin 2022. Donc voilà, j'essaie de d'abord vous présenter un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait, et puis ensuite vous faire un retour d'expérience un peu détaillé de notre parcours de candidat et puis ensuite de lauréat. Donc moi je suis Gwenel Dej, je représente le service développement de Greenov. Et puis donc Greenov, on est une société qui travaille sur un nouveau système pour réduire la pollution sonore sous-marine générée soit par les travaux côtiers et puis également pour les travaux des installations des éoliennes offshore. Donc on est environ 15 personnes, on a un petit peu comme on va dire ADN d'innover finalement pour trouver des nouvelles solutions pour réduire les impacts des activités humaines sur l'environnement. Et donc on est déjà très engagé au niveau européen. On est lauréat de 5 projets européens. Donc ça forcément, dans un premier temps, ça a été assez facile pour nous de nous tourner vers l'EIC Accélérateur. Et puis également, je pense que ça a été un gage de crédibilité quand on était candidat, parce qu'on était déjà assez au fait finalement voilà, de ce qui était demandé, des prérequis demandés finalement par l'Europe, et puis même de la manière dont l'Europe souhaite qu'on construise un dossier. Alors, pour vous parler un petit peu de notre activité, nous, on travaille sur le bruit sous-marin. Donc, c'est une thématique qui est assez peu connue finalement, mais c'est une pollution finalement qui est considérée comme une des pires pollutions générées par les activités humaines. Avec des sons pouvant aller jusqu'à 250 décibels pour des opérations de pile driving, des opérations de battage de pieux offshore. Donc c'est une opération qui consiste à enfoncer un pieu dans le fond sous-marin avec un gros marteau hydraulique. Et sur ce pieu, on va ensuite poser une éolienne. Aujourd'hui, les scientifiques, ça fait plus de 25 ans qu'ils travaillent sur le sujet et ils démontrent que ça a des impacts allant du changement de comportement à la mort de certains individus. Donc c'est vraiment une grosse pression pour tous les écosystèmes marins qui utilisent les sons pour se repérer, se reproduire, communiquer, etc. Donc pour réduire finalement cette nuisance, nous, on a développé maintenant depuis 5 ans le SubSequator. Donc c'est un système qui est basé sur une membrane innovante, brevetée 3 fois, et dans laquelle on va pouvoir injecter une fine particule d'air. Et en injectant de l'air dans le milieu aquatique, on va rendre le système actif, donc permettre vraiment de casser la puissance des ondes sonores. Et donc ce système, finalement, il a plusieurs avantages pour les industriels. Tout d'abord, il est plus performant que les systèmes existants. Deuxièmement, il est moins onéreux en termes de coûts opérationnels, c'est-à-dire qu'il est plus facile à mettre en œuvre. Et puis, troisièmement, c'est un système qui répond finalement aussi à un enjeu de déploiement en conditions maritimes. Un certain nombre de systèmes existants aujourd'hui vont avoir des performances qui vont se dégrader avec les courants, la profondeur, la houle, et notre système a l'avantage d'avoir été pensé pour résister à ces conditions maritimes. Et puis donc tout ça, bien sûr, c'est derrière le bruit sous-marin, il y a une réglementation qui évolue avec une directive cadre européenne qui pousse ce changement de réglementation vers tous les pays membres depuis maintenant 2008. Et puis on voit que ce sujet il est en train d'accélérer maintenant depuis 2-3 ans. Donc finalement, notre candidature à l'EIC, je vais vous le redire tout à l'heure, mais on était vraiment dans une conjoncture assez favorable aussi pour pousser finalement ce type de système qui vient être une réponse finalement aux réglementations. Et en plus de ça, pouvoir débloquer certains projets offshore, d'éoliennes offshore, qui jusqu'à maintenant pouvaient être bloqués justement parce qu'il n'y avait pas de solution assez performante. Alors, quelques images, parce qu'on est quand même très content d'avoir réalisé le premier test du SubSequator donc à Saint-Nazaire il y a maintenant quelques semaines. Donc voilà, quelques images pour vous montrer que le projet avance bien. Et donc ça, c'est un système qui fait 10 mètres de haut et puis 5 mètres de diamètre. Donc c'est un système à échelle 1 pour les travaux côtiers et à échelle 1/5 un petit peu un cinquième du système qui sera déployé en offshore. Donc c'est aussi pour vous montrer que c'est un système voilà, conséquent. Et même si ce dernier-là, il a l'impression d'être conséquent, celui dédié à l'offshore, celui qu'on vise finalement dans 2 ans et qui est soutenu par l'EIC,
ça sera 5 fois celui-ci. Donc c'est voilà, c'est vraiment très conséquent et donc ce sont des tests qu'on a pu réaliser, pendant 1 mois et demi. D'abord en aérien, donc pour tester tous les sous-systèmes et puis après, dans le port de Saint-Nazaire en conditions maritimes avec des nouveaux tests de performance acoustique. En termes de roadmap et puis après je passe au retour d'expérience. Donc le projet Silence, c'est le projet donc EIC, hein, que nous avons déposé. Il va couvrir les développements du TRL6 jusqu'à TRL8 à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc jusqu'à maintenant, on était engagé sur un autre projet européen plutôt dédié aux travaux côtiers. Mais voilà, ça nous a permis à la fois de faire ce test là que vous avez, le prototype que vous avez pu voir en image, et puis également d'arriver justement à ce TRL5, ou en tout cas on avait fait beaucoup de tests avant sur des sous-systèmes, mais en tout cas ça a permis de valider aussi qu'on avait prévu d'arriver jusqu'à TRL6 avant de vraiment enclencher les travaux pour l'EIC. Donc ça, c'était aussi un gage de confiance pour les examinateurs. Et puis, en termes de roadmap, je vais le redire tout à l'heure, mais l'EIC, ça nous a permis aussi de sécuriser un certain montant de fonds de subvention et donc de devenir aussi crédible auprès de gros acteurs, donc, dont 3 viennent nous rejoindre pour signer un partenariat industriel avec nous pour cofinancer finalement le développement de cette solution dédiée aux éoliennes offshore. Donc c'est EDF Renewable, Equinor, Total Energy. Donc Equinor, c'est l'équivalent de Total Energy, mais en Norvège. Et donc voilà, ça fait partie finalement des gros avantages d'être lauréat de l'EIC. Alors, si je vous donne quelques informations clés sur le projet que nous avons déposé, on a été lauréat fin 2022 en blended. Le montant de la subvention qu'on a obtenu, c'est 2,4 millions d'euros. On a une contractualisation qui a été vraiment rapide, avec un premier versement en 2 mois. Donc ça, c'est vraiment l'avantage aussi de l'EIC, c'est cette capacité finalement à convertir, une fois qu'on est lauréat, la première tranche de financement. Et puis, on a pu décaler aussi un tout petit peu plus le timing du projet, étant donné qu'on avait voilà, ce test à Saint-Nazaire. On a pu demander à l'EIC de décaler de 12 mois finalement le projet. Alors, c'est la fin du projet qui sera décalée de 12 mois. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une option aussi qui peut être en tête. C'est-à-dire, même si vous savez que votre projet va être un petit peu court, il y a toujours une possibilité de faire un dossier qui va tenir en 2 ans, mais de demander finalement un décalage. Une option donc en equity pour l'EIC Fund entre 5 et 7 millions. Ça, c'est un REX aussi qu'on a eu. Nous, on avait demandé initialement, je crois, moins de 4 millions. Et c'était un des retours des examinateurs en disant qu'on avait une activité capitalistique et que du coup, il fallait plutôt chercher entre 5 et 7 plutôt que entre 3 et 5. Voilà. Donc ça, cette option, on espère pouvoir l'enclencher finalement en début 2025. Et donc là, on va commencer à rechercher un lead investisseur, puisque comme l'a dit mon prédécesseur qui avait la parole, voilà, c'est 1 euro investi par l'Europe, 1 euro par le privé. Donc il faut trouver un investisseur qui soit capable finalement de mettre presque autant que l'EIC. Voilà, et puis donc l'objectif, vous l'avez vu sur la roadmap, c'est de passer d'un TRL 5.6 à un TRL 8, avec une grosse partie de financement pour les coûts de la démonstration finale, qui devrait avoir lieu du coup sur un vrai pieu en offshore. Alors je me suis amusé à faire une petite comparaison. Alors c'est pas uniquement dû à l'EIC, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a une vraie accélération permise par l'EIC. Donc Greenov, avant l'EIC, c'était 4 salariés. On avait besoin de lever des fonds vraiment à court terme, parce que sinon on allait manquer de trésorerie. On avait encore pas mal de difficultés à avoir la crédibilité face à des grands groupes. Et puis finalement une fragilité financière qui ne permettait pas non plus d'avancer sereinement et puis de regarder l'avenir. Et donc après, c'est 15 salariés. Actuellement, Greenov, voilà, c'est 15 salariés. On projette une levée de fonds de 10 à 15 millions. Donc finalement, la subvention de l'EIC nous a permis aussi de sauter un premier tour de levée de fonds et donc d'aller chercher tout de suite des fonds plus conséquents. Une signature donc d'un Joint Industrial Partnership avec 3 acteurs de référence. Des journées dédiées grâce à l'EIC avec un autre acteur qui s'appelle Vattenfall,
On aimerait bien justement les mettre autour de la table. Donc Vattenfall, c'est un acteur suédois. Du coup, voilà, on avait pu participer à 2 jours organisés par l'EIC en relation avec la direction R&D de Vattenfall à Amsterdam. Et du coup, voilà, on avait pu pitcher finalement la solution devant des décideurs et avoir des discussions assez engagées avec eux. Donc ça, c'était vraiment aussi une belle opportunité. Des fonds propres plus conséquents, et donc ça permet aussi de donner confiance finalement à nos partenaires, à nos fournisseurs, aux investisseurs, aux clients. Donc ça, c'est quand même aussi important. Un effet de levier pour trouver des co-investisseurs. Alors tout de suite, quand on dit qu'on est lauréat de l'EIC Accélérateur, on est un peu regardé différemment. Bon, ça, vraiment, on s'en est aperçu. Que ce soit auprès de nos partenaires, que des investisseurs qui connaissent tous ce guichet. Donc voilà, c'est vraiment un vrai plus. Voilà. Et puis, une capacité aussi à être crédible pour déposer d'autres dossiers de financement, notamment à l'étranger. On vient de déposer un dossier là de 5 millions de dollars auprès du département de l'énergie américain. Et je pense que sans l'EIC Accélérateur en backup, on n'aura pas du tout été crédible pour demander ce montant. Donc, même si voilà, c'est un montant avec des partenaires, finalement, Greenhoff peut aussi leader certaines propositions en disant on a déjà eu une expérience de gagner un dossier conséquent. Et donc, voilà, on peut être aussi légitime à déposer des dossiers de financement. Alors, donc, un retour d'expérience sur les points positifs du montage du dossier, de la soutenance, et puis après, un peu des difficultés que nous, on avait rencontrées. Alors déjà, être accompagné par un cabinet spécialisé, ça a été dit, mais c'est pour nous, c'était un peu un must-have, sinon on n'aurait pas pu être aussi, avoir un dossier aussi bon. Ensuite, c'est quand même d'avoir une personne quasi à temps plein, finalement, lorsqu'on s'engage sur l'EIC et vraiment qu'on veut aller au bout, quoi, c'est avoir une personne qui va avoir du temps à passer sur le dossier, quoi. Donc c'est pas, il faut, vous l'avez pressenti, mais dès lors qu'on passe la première phase du dossier là, de 15 pages, c'est un dossier de 50 pages, extrêmement bien documenté à fournir. Il faut aller chercher des lettres de soutien, il faut avoir déjà engagé aussi des discussions avec des investisseurs si on veut demander aussi de l'equity. Donc c'est vraiment beaucoup d'actions à mener en très peu de temps finalement. Et donc nous, on a vraiment une personne qui a été quasi à 100 plein là-dessus dès lors qu'on a été sélectionné sur la deuxième phase. Être accompagné par d'autres structures, Incubateur Central Nantes, le pôle Europe des 7 technopoles de Bretagne, etc. Tout ça, c'est des soutiens importants finalement dans ce process aussi de montage de dossier. Donc, il ne faut pas négliger aussi ces soutiens. Chercher la perfection. Alors, nous, ça a été un petit peu l'objectif, quoi. C'est vraiment être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes sur la qualité du dossier, et puis également vers l'équipe de consultants qui nous accompagnent. Les consultants, ils vont pas pouvoir faire le dossier à votre place en totalité. Ils vont pouvoir bien le relire, le challenger, vraiment être de bons conseils. Par contre, le cœur de la technologie ou de votre projet, c'est quand même vous qui le maîtrisez. Et donc, nous, typiquement, on voulait le déposer à une date, et puis finalement, on s'est dit que le dossier n'était pas assez solide. Et du coup, on a redemandé aux consultants de travailler avec nous. On l'a vraiment challengé en lui disant pour nous, c'est pas au niveau. Et du coup, on a préféré décaler notre candidature pour avoir un dossier béton plutôt que de le faire à la va-vite. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. S'engager à fond à l'oral, 3 semaines intensives de préparation à l'oral, 15 répétitions en 3 semaines. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps passé justement à pitcher et à prendre toutes les questions possibles pour voir si on n'a pas de points faibles. Donc ça nous a vraiment... on s'est beaucoup engagé là-dessus. On a été très fatigués après. Mais par contre, voilà, le résultat a été payant puisqu'on était lauréat. Mais c'est... j'ai envie de dire, si vous y allez, allez-y à fond, quoi. Alors, réunir une équipe projet, donc je vous disais tout à l'heure, nous, on avait quand même le CEO. Moi, j'étais quand même bien engagé aussi sur la partie commerciale et business, stratégique. Et puis, une personne qui avait vraiment des très bonnes compétences techniques. Donc voilà, c'était un peu l'équipe qu'on avait avec 2 hommes et une femme. En termes de diversité, c'était pas mal aussi d'afficher ça. Et puis, on a passé beaucoup de temps à préparer les réponses à toutes les questions possibles. À l'oral, c'est 10 minutes en anglais. On n'était pas forcément très à l'aise en anglais. Et du coup, on a essayé de laisser le moins de détails possible. Donc, on s'est fait des listes de questions avec les réponses un petit peu type.
Et comme ça, on évitait finalement le risque d'être surpris face à une question un peu piège. Et puis, comme je vous le disais, je pense que nous, on a réussi à bien montrer que le projet Silence, il était en lien avec on va dire les directives et puis l'ambition européenne d'aller sur des énergies renouvelables, de sortir aussi du gaz russe, puisque en 2022, c'était à ce moment-là aussi qu'il y avait le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup de pays aussi qui faisaient des annonces pour s'engager sur les éoliennes, finalement, à ce moment-là, en réponse aussi au conflit ukrainien et russe. Donc nous, on a eu aussi, je pense, un peu de chance en disant que la conjoncture était hyper favorable finalement au fait qu'on dise, bah, voilà, il y a plein de pays européens et puis partout dans le monde, on voit que l'éolien offshore a le vent en poupe. Et nous, du coup, on arrive pour fournir un système qui va permettre, bien sûr, de produire de l'énergie renouvelable à terme, mais surtout de réduire l'impact de ces énergies sur l'environnement en phase de construction. Voilà, et puis donc les difficultés que nous, on a rencontrées au moment du dossier. Alors le formalisme du dossier, c'est un formalisme quand même particulier. On a fait des projets européens et pour autant l'EIC, les 50 pages de dossier, là, ils sont très, très denses. Beaucoup, beaucoup de questions business et stratégiques. Donc, enfin, c'est vrai que derrière, après qu'on a fait un dossier EIC, on peut se sentir prêt pour faire une levée de fonds, quoi. C'est vrai que c'était très, très dense. La vidéo, là, on n'était pas très à l'aise non plus. On a fait une vidéo un petit peu amateur, je pense. On s'est passé, mais voilà, je pense qu'on n'a pas été très, très bon sur la vidéo. On peut largement faire mieux. S'exprimer en anglais pour pitcher en tenant le timing et à 3 voix, c'est un vrai challenge. Et puis pareil pour se répartir les questions après, c'était aussi assez complexe. Donc on a bien travaillé aussi pour pas qu'il y ait de moments de flou à se regarder durant l'entretien pour savoir qui va répondre à la question. Répondre par des réponses très précises, chiffrées, concises, c'est vraiment ce qui est demandé finalement à l'oral. Parce que je sais pas, nous, on avait peut-être 10 évaluateurs en face de nous. C'était vraiment un vrai jury, quoi. Et forcément, chaque jury a un petit peu ses appétences, a envie de poser ses questions aussi. Et le temps pour les questions-réponses est très limité. Donc, pour pas frustrer un membre du jury, il faut pouvoir être très, très concis dans ses réponses, très pertinent tout de suite. Donc ça, c'était un vrai challenge pour nous. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur la partie business et ambition et stratégie, on était TRL 5-6 et on nous demande de nous projeter sur, c'est un vrai business plan quoi, qu'il faut presque faire. Et puis nous, également en termes d'ambition européenne, où est-ce qu'on se positionne, comment on va finalement acquérir des parts de marché. Enfin, il faut réussir à vraiment pouvoir se projeter au-delà des composantes techniques et de se dire, dans 5 ans, où est-ce que je serai et pourquoi l'EIC finalement doit croire en ça, quoi. Voilà, et puis dernier slide, c'était un peu les bénéfices, nous, à venir. Donc là, on va vraiment commencer à accélérer sur l'EIC. Et du coup, on va profiter, je pense, encore plus de l'aspect networking, profiter du réseau de partenaires, des grands groupes aussi qui sont engagés à côté de l'EIC. L'EIC, c'est une vraie marque aussi très reconnue auprès des grands groupes européens. Et puis des opportunités offertes par l'EIC. Donc, nous, on a participé à ce que je disais tout à l'heure, à l'Industry Day avec Vattenfall. Je pense qu'il y en a d'autres, qu'il faut être assez ouvert finalement sur ce type d'événements qui peuvent vraiment apporter pas mal de choses. La partie formation, alors service d'accélération et formation disponible par l'EIC, c'est vraiment souvent des retours d'expérience extrêmement complets, des partages de bonnes pratiques et puis des formations de très bon niveau. Donc il faut pour en profiter. Nous, on ne le fait pas encore suffisamment, mais on compte le faire là, sur ces prochaines années. La partie communication, voilà, l'EIC, c'est aussi une boîte de résonance, donc il faut pouvoir plus facilement solliciter les project officers, l'EIC Community, voilà, avec qui nous, on a des contacts, mais on ne le fait peut-être pas suffisamment, mais je pense que ça peut être aussi une très belle opportunité pour nous de se faire connaître. Préparer la levée de fonds, donc en amont, peut-être en discussion justement avec l'EIC Fund, même avant d'avoir sécurisé un lead investisseur, pour justement se sentir prêt aussi à le convaincre, etc. Et puis après, forcément, il y aura une partie de négociation dans laquelle il faudra rentrer.
Et puis, formaliser les résultats, les avancements, je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment. Alors, dans le cadre de la constitution du dossier, ça peut vraiment permettre de préparer et de structurer finalement sa vision et puis tous les éléments nécessaires pour une levée de fonds. C'est vraiment très précieux. Et puis même dans le cadre de la conduite du projet finalement, d'avoir des rituels et d'avoir aussi des points de passage avec des dossiers du coup justificatifs de qu'est-ce qu'on a fait. Ça permet aussi d'avoir des éléments souvent qui nous permettent ensuite de réutiliser ce qu'on a produit dans nos pitchs ou pour répondre à des questions. Souvent, c'est très utile. Donc, ça prend du temps, mais formaliser et poser l'avancée du projet pour le IC, quoi, ça permet aussi de faire avancer l'entreprise. Voilà pour moi. Je ne sais pas si ça appelle à des questions. Un grand merci, monsieur Dess, pour ce beau témoignage et belle expérience, très riche avec, beaucoup de conseils, de détails. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse continuer. Je vais passer la main de nouveau à Gorka. Nous pouvons, recueillir vos questions dans la conversation, donc n'hésitez pas à les indiquer. Il y a déjà une question pour monsieur Dess et puis donc on se retrouve en fin de pour justement, ce petit temps d'échange, questions-réponses et puis si jamais comme il y a eu des petits soucis techniques, on pourra également, prendre, s'il y a des mains qui se lèvent, on pourra également prendre à l'oral, des questions. Je te laisse, la main, de nouveau Oui. Gorka. Après, de toute façon, non, c'était Hélène, je crois, qui j'ai projeté là, mais Hélène voulait projeter ses. Hélène voulait, avait un petit, Oui, il y avait des petit animations, donc. slide. Ouais. Ouais, merci. Merci Hélène. Ce que l'on voulait vous présenter là, dans les quelques minutes qui viennent, c'était vous donner un peu une grille de lecture des différents financements européens. On a parlé de l'EIC, Greenov a évoqué d'autres financements européens qui existent. On va dire au niveau européen, il existe à peu près une quarantaine de fonds. Et ce que je veux vous présenter là, c'est comment on arrive à lire ces fonds-là, vu des fois, on se dit, ça tout finance à peu près tout, ou c'est par sujet, ou comment on peut choisir un financement par rapport aux sujets qui sont traités, aux différents appels, aux fonds qui existent. Au niveau des entreprises, ce que je peux vous proposer comme grille de lecture, c'est de se poser deux questions. La première, c'est est-ce que je veux y aller seule ou est-ce que je veux y aller avec d'autres partenaires? Est-ce que j'ai besoin de m'associer à d'autres structures pour mener mon projet ou est-ce que c'est vraiment un projet que je porte seule et j'ai les capacités de le mener en interne avec du financement comme on le voit pour le lycée? Ou est-ce que je dois aller chercher des compétences à l'extérieur? Donc, en fonction de la réponse à cette question-là, on ne va pas forcément choisir les mêmes fonds, parce qu'il y en a qui sont individuels, comme le lycée, il y en a qui sont en consortium, comme Horizon Europe, celui qui est le plus connu, mais il y en a d'autres qui existent également. Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je suis plus ou moins proche du marché? C'est-à-dire, là, on voit bien aussi sur l'EIC, on part d'un niveau TRL et on cible un niveau de TRL particulier. Et donc là encore, par rapport à votre projet et à votre besoin, c'est où est-ce que vous voulez aller? Quel est le TRL que vous souhaitez atteindre? Et en fonction de la réponse à ces questions, à ces deux questions, seul ou en consortium et plus ou moins proche du marché, ce ne sont pas forcément les mêmes fonds qui sont mobilisés et mobilisables au niveau européen. On va avoir, par exemple, alors attendez, donc j'y arrive. On va avoir un positionnement des fonds sur cette grille-là. Donc, on a l'Innovation Fund, par exemple, qui va être présenté et détaillé tout à l'heure par Gorka, qui peut être un financement individuel avec un objectif d'aller sur le marché, mais on part de TRL du niveau moyen, donc à partir de 4-5, pour aller jusqu'au TRL le plus élevé. On a l'EIC, donc le pilier 3 de Horizon Europe, qui est aussi un outil individuel. Et on va retrouver d'autres financements qui sont plus, eux, de type collaboratif, avec des piliers 1 d'Horizon Europe plutôt sur de la recherche fondamentale, le pilier 2 qui va être sur de la recherche industrielle et qui va amener vers le marché. Et on va retrouver également d'autres financements
comme Erasmus+, qui peuvent être en projet collaboratif, Eurostar et le Cascade Funding. Donc, l'idée, c'est pas de vous présenter l'ensemble des fonds. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ici qu'en fonction de ce que veut faire l'entreprise, de sa stratégie, de là où elle veut aller, des compétences qu'elle maîtrise ou des associations qu'elle doit mener, on ne va pas mobiliser le même fonds. Et c'est bien à partir de ces deux questions-là qu'on va pouvoir identifier le bon outil et pouvoir vous accompagner le mieux possible et aller chercher les financements qui sont adaptés à votre besoin. Voilà ce que je voulais vous présenter en préambule et je vais laisser la main à Gorka pour entrer un petit peu plus en détail sur certains fonds qui sont aussi intéressants de notre point de vue. Je vais quitter. Je crois que vous voyez mon écran là avec financement alternatif. Tout à fait, Gorka. Ok, super. Donc ouais, comme enfin pour faire l'enchaînement avec Hélène, donc elle vous parlait de trois dispositifs Innovation Fund, le pilier 3 d'Horizon Europe, où est inclus le IC, mais il y a d'autres dispositifs, Eureka, Eurostars. J'ai fait un petit focus sur ces trois éléments parce que c'est des choses qu'on voit régulièrement revenir chez des lauréats ou des candidats malheureux ou même ou des candidats tout court, des choses qui travaillent en parallèle ou même avant d'être lauréat UIC accélérateur. Donc l'EIT, c'est une organisation qui est rattachée à Horizon Europe, mais c'est une structure particulière qui est cofinancée par l'Europe, mais aussi par des acteurs privés. Il y en a 8 autour de thématiques. Donc, il y en a une sur la santé, il y en a une sur le climat et l'énergie, il y en a une sur le digital, il y en a une sur le manufacturing. Et voilà, il y a 8 thématiques. Il y en a une 9e bientôt sur les industries culturelles et créatives. Donc ça, vous pouvez avoir cette approche thématique de vous dire, je suis sur tel sujet, je regarde la thématique, l'EIT en lien. L'EIT en lien peut faire des appels à projets avec de la subvention. Elle peut aussi, parce qu'en fait, ils doivent avoir progressivement une indépendance financière. Donc ils prennent de plus en plus une approche de fonds d'investissement. Donc, l'EIT InnoEnergy est l'un des plus gros investisseurs dans les sujets énergie en Europe. Et donc, ils sont capables de soutenir des structures sur leur thématique, donc plutôt des PME start-up comme sur le IC Accélérateur. Voilà, à explorer, c'est quelque chose qui est un peu fouillis, on va dire, on va pas se le cacher, vu qu'il y en a 8 différents qui ont chacun leur mode de fonctionnement particulier. C'est pas forcément, enfin, on peut difficilement vous aider facilement sur ces dispositifs, mais bon, ils ont le mérite d'exister. On a beaucoup de candidats lauréats qui en ont bénéficié. Je pense par exemple à Orixa qui a été avec l'IIT Health. Mais il y en a plein d'autres. On peut pas, j'ai en tête des entreprises qui n'ont pas été lauréates, donc on peut pas trop en parler, mais des sociétés qui ont travaillé avec l'IIT InnoEnergy sur le recyclage des batteries, par exemple. Donc voilà, il y a des moyens d'avoir d'autres sources de financement qui peuvent vous préparer à avoir le IC accélérateur. Ensuite, le programme Eureka Eurostars. Donc là encore, c'est pas purement de l'argent qui vient d'Horizon Europe, c'est de l'argent qui vient indirectement d'Horizon Europe et qui est fléché et en fait confié à des organisations nationales. Donc en France, c'est BPI France qui en a la gestion. Dans d'autres pays, ça va être l'équivalent de BPI France de ce pays-là qui en a la gestion. C'est un programme qui est à la recherche de projets collaboratifs. Donc c'est à minima 2 acteurs venant de 2 pays différents. Et nécessairement, dans les 2 acteurs, il faut qu'il y ait une PME. On a des attentes, enfin, ça dépend des pays, par exemple, les taux de prise en charge en termes de subventions, les structures éligibles. Donc ça, il faut vraiment voir selon l'entreprise avec laquelle l'entreprise ou le laboratoire avec lequel vous imagineriez pouvoir travailler, comment vous pourriez faire, sachant que, en fait, c'est un petit peu la même couverture TRL que l'EIC. Il n'y a pas marqué clairement de TRL dans leurs appels à projets, mais l'idée, c'est d'avoir un produit commercial à la fin. Donc, sous une échéance particulière, donc ça vous montre un peu le timing à respecter. Donc, ça en vient à se dire, bon, ben, en fait, à partir du TRL 5-6, je commence à être éligible pour ce dispositif. On a pas mal de lauréats UIC accélérateurs qui ont déjà fait des Eureka Eurostars en parallèle ou avant d'arriver à l'UIC accélérateur ou après pour développer une autre application de leur produit. Donc, c'est des opportunités à considérer. Et ensuite, il y a l'Innovation Fund. Donc là, c'est plus du tout lié à Horizon Europe. C'est un programme de la Commission européenne. C'est en lien avec la politique européenne du Green Deal Fit for 55. En fait, c'est viser une économie zéro carbone.
Et donc, on va financer des projets qui sont en lien avec ça. Il y a énormément de choses autour des aciéries, des cimenteries, mais il y a d'autres types de projets qui peuvent être soutenus. Et on a vu, par exemple, une société comme Waga Energy, que peut-être certains d'entre vous connaissent, avait tenté le ICA Accélérateur en 2020, 2019-2020, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont pas réussi à être sélectionnés sur le ICA Accélérateur dans sa version pilote. Et ils ont réutilisé leur dossier. Alors certes, il y a des changements à apporter, mais il y a une grande partie qui a pu être recyclée pour candidater à un Innovation Fund et ils ont été lauréats. Donc si vous tapez sur Google, vous pouvez retrouver un témoignage de Waga Energy. Donc c'est un dispositif qui existe et qui peut intéresser. C'est un financement qui est assez conséquent avec plusieurs millions et qui peut en fait qui peut être, si je dis pas de bêtises, monobénéficiaire, mais qui peut aussi être fait en collaboratif. Donc ça, à creuser, il y a les small scale et large scale. Ça existe et vous avez pour Eureka Eurostars comme l'Innovation Fund, vous avez des points de contact nationaux du côté de BPI France pour l'un, du côté du ministère de la Transition écologique pour l'autre. Donc il faut pas hésiter à les mobiliser. Enfin, vous avez comme Hélène le présentait et comme Véronique, il y a l'échelon régional. En fait, l'avantage de l'échelon régional, c'est qu'ils ont une vision très large, donc ils peuvent vous trouver des financements auxquels nous, on va dire spécialistes, on n'aurait pas en tête. Mais eux, ils sont capables, Hélène, Véronique, de nous solliciter pour nous dire, bon, en fait, là, on a une société qui irait vers tel dispositif. Est-ce que c'est possible qu'on creuse le sujet ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut les amener? Donc, on est vraiment complémentaires sur ces approches-là et il ne faut pas hésiter à en parler avec eux si vous repérez l'un de ces programmes-là. Et elles-mêmes pourront ensuite mobiliser le PCN en question pour échanger tous ensemble. Ça permet aussi à l'échelon régional de monter en compétence sur ces dispositifs. Donc voilà, on arrive à la fin de la partie présentation. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres choses. Donc on va pouvoir basculer aux questions-réponses. Écoute, Gorka, il y a une question qui s'adresse effectivement à toi. Comment explique-t-on que la France soit le premier pays lauréat de l'OIC? Est-ce dû à des efforts d'accompagnement ciblé des candidats? Alors, enfin, une explication sur par exemple, alors premier bénéficiaire lauréat, en lauréat, je pense que les explications, elles sont multiples. Il va y avoir, c'est tout l'écosystème qui est à l'œuvre. Il n'y a personne qui peut se tirer, je pense, la couverture à soi. On a des laboratoires de recherche qui sont bons, les grands organismes nationaux de recherche, les universités, etc. Ça permet d'avoir derrière des technologies dans les laboratoires qui sont bonnes et qui méritent d'être amenées sur le marché. Les évaluateurs européens semblent dire que les projets français sont généralement plus originaux, par exemple, que les projets allemands. C'est des technologies un peu plus, on va dire, plus intéressantes. L'Allemagne, j'ai échangé avec une personne de l'ESI il y a quelques temps, elle me dit, voilà, c'est des dossiers, c'est solide, c'est béton, mais c'est très, industrie, carré, truc. Côté français, vous arrivez souvent avec des propositions assez nouvelles en termes de technologie. Donc ça fait la différence. Donc il y a les organismes de recherche. Ensuite, il y a BPI France qui fait un gros travail de financement des innovations aux premières étapes, puisque l'ICA Accélérateur, on arrive, comme vous l'avez vu, on demande des montants qui sont très conséquents. Et par exemple, à des salons, j'ai pu parler avec des sociétés qui venaient d'Estonie ou quoi. Ils disaient, on va peut-être aller voir le ICA Accélérateur. Je leur demandais combien elles voulaient. On va aller chercher 500 000 euros, 1 million. En fait, par rapport au montant minimum que l'EIC met, c'est même pas possible d'aller demander des montants comme ça. Donc, nous, on aurait BPI France qui met sur des montants comme ça. Eux n'ont pas cette chance d'avoir une banque publique d'investissement qui soutient fortement l'innovation dans leur pays. Donc, ça permet de structurer l'écosystème. Ensuite, on a les consultants qui connaissent bien. On a des consultants qui tournent très bien sur le ICA Accélérateur, qui ont bien compris le dispositif. Ce n'est pas le cas de tous les pays quand je vois certains échanges qu'on peut avoir. Certains pensent que le ICA Accélérateur est un dispositif de financement non dilutif. Quand on dit que le financement majoritaire, c'est du blended et il y aura forcément, si vous demandez le ticket moyen, en gros, il y a 6 millions d'investissements de l'EIC, donc c'est-à-dire à minima 5 millions d'argent privé qui vient en face. Par définition, c'est un financement dilutif. Donc, avoir bien compris la philosophie du programme. Je pense que nous, au niveau du PCN aussi, on commence à bien maîtriser. C'est l'avantage d'avoir un large écosystème, d'avoir beaucoup de candidats. On voit beaucoup de dossiers passer.
Et in fine, forcément, on monte en compétences. On travaille avec les EN qui, eux aussi, montent en compétences sur le sujet pour voir des dossiers, être capable de mieux cibler les choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Et par contre, sur le taux de succès, je pense que c'est le travail qu'on fait en partie aussi. Bon, il y a le côté, les projets sont intéressants et tout, mais on n'hésite pas, on va dire, à mettre de côté certaines personnes, à dire vous n'êtes pas fait pour le lycée accélérateur, on vous déconseille d'y aller. Après, libre à vous d'y aller ou pas. On ne dit pas que contre vous, c'est pas le projet n'est pas bon. C'est le projet ne colle pas aux attendus nécessairement de l'EIC accélérateur. Et par exemple, j'ai vu la Pologne a un taux de succès qui est extrêmement bas parce que c'est presque le boulanger du coin qui dit moi j'ai mis au point un nouveau four, vous pensez quoi? Tente ta chance à l'EIC accélérateur, un peu comme si c'était la loterie, peut-être que si tu as le ticket gagnant, tu vas l'avoir. Non, en fait, il faut avoir un regard beaucoup plus fin sur un dossier. Et j'ai l'impression que certains pays, les PCN, sont un peu en mode bon, on envoie, on fait de la masse. Nous, c'est pas notre approche. C'est le côté, on essaie de cibler quand même des choses crédible pour le lycée. Et derrière, comme ça, on a des taux de succès qui sont bons. Merci, Gorka. Et une question pour Monsieur Dess. Donc, concernant votre niveau de TRL en 2022. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. En fait, notre TRL était parfois assez élevé sur des briques. C'est-à-dire qu'on avait fait pas mal de tests sur des composants finalement de notre système, donc allant jusqu'à, je pense, TRL 6-7 sur certains composants. Par contre, il y avait des composants qu'on n'avait pas pu tester aussi de manière assemblée. Donc en fait, on était plutôt sur un TRL 5 si on prenait l'ensemble de notre système. Donc voilà, on était tout juste finalement on va dire on rentrait tout juste dans les clous pour l'OIC en disant qu'on était TRL 5. Et donc là, en faisant le test à Saint-Nazaire, c'est bon, là, on a validé le TRL 6. Mais on avait fait quand même beaucoup de tests, c'est-à-dire que on avait quand même beaucoup dérisqué finalement certains composants, et notamment la membrane, qui est comme le cœur de notre système. On avait fait 2 tests en laboratoire, et puis un test en bassin et un test en Norvège en conditions maritimes. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que certaines personnes souhaitent lever la main? N'hésitez pas à lever la main. On peut prendre encore 1 ou 2 questions avant la fin. Je rajoute juste un petit. Oui. Bon, il y a une question. Ah, c'est ouais, peut-être je vais Monsieur mettre juste Loiseau, oui. un petit Vas-y, complément. oui. Simplement par rapport au moment où Greenov a candidaté, les dossiers de candidature a évolué, il a été simplifié. C'est bon à savoir parce que ils ont candidaté à une époque où c'était une plateforme internet assez complexe. Voilà, ça a tourné. Donc, on est maintenant sur un dossier classique aux commissions européennes, enfin classique au sens 50 pages. C'est pas un dossier itératif avec on met un élément à un endroit, ça fait apparaître une question plus loin, etc. Donc, voilà, ça simplifie un peu la vie des candidats. Oui. Monsieur Loiseau? Oui, vous pouvez poser votre question? On n'a pas Oui, de excusez-moi, micro. vous m'entendez? Voilà, on vous D'accord. entend bien, monsieur. Merci. Oui, la question s'adresse à Gwenaëlle. J'ai le sentiment par rapport à votre roadmap tel que vous l'avez présenté, que vous avez anticipé pas mal de choses en prenant des engagements en fait que vous n'aviez pas encore totalement atteints. Et je dirais le fait de vous engager dans cette démarche vous a donné les moyens de les atteindre en fait. Et ma question, c'est de dire, au départ, on nous a dit qu'il fallait 10 à 15 salariés, un TRL 5, c'est-à-dire avoir des choses qui soient visibles du point de vue déjà quasi industriel. J'ai eu le sentiment dans votre présentation que vous aviez anticipé ça dès 2021 ou début 2022 pour que finalement, en 2023 ou 2024, après avoir gagné, vous soyez effectivement dans les clous qui nous ont été donnés au départ. Mais ma question est, jusqu'à quel niveau d'anticipation on arrive à passer et quel est le niveau de la barre exacte? C'est une très bonne question. En fait, nous, le subsequator, il se décline en deux sous-produits. Il y a le produit qui va être destiné plutôt aux travaux côtiers, et puis on va dire le produit qui va être destiné aux éoliennes offshore. Le côtier, voilà, le test qu'on a fait à Saint-Nazaire, c'est presque à échelle 1 finalement du côtier.
C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 15 mètres de profondeur à peu près, 20 mètres grand maximum, alors que sur l'offshore, on va aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc là où nous, on a essayé de jouer, c'est de dire, bah, on est assez avancé finalement sur le côtier, et finalement, ça prépare ce qui est prévu pour l'offshore. Donc en fait, c'est une sorte de continuité, quoi. Donc en effet, on avait anticipé quand même un petit peu. On a aussi peut-être joué un tout petit peu aussi sur le flou autour du TRL, c'est-à-dire en disant, bah, si on prend chaque brique indépendamment, on a dépassé le TRL 5. Par contre, le système dans sa globalité, bah, on avait prévu de le tester justement en fin d'année dernière ou en début d'année. Donc voilà, c'est vrai qu'on a anticipé un petit peu. Bon, alors, c'est passé pour nous. Moi, j'ai pas après de retour d'expérience sur à quel point on peut faire un peu de projection comme ça et voilà, mettre un petit peu aussi le curseur. Enfin, de toute façon, il faut que ça reste crédible. Mais je pense que Korka, vous avez peut-être plus de retour d'expérience que moi. Oui, alors sur le TRL, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une forme de. Alors, on a toujours du flou. On a vu un candidat arriver aux oraux avec un TRL 4 affiché sur leur pitch deck. Mais ce n'est pas passé aux oraux. Et le jury l'a clairement dit, c'est juste pas possible d'être lauréat. C'est un prérequis d'avoir atteint un tel niveau de développement. En théorie, en fait, il faut se dire aussi que là, l'EIC, il y a un peu moins de budget que par le passé parce qu'il n'y a plus la ligne budgétaire Next Generation EU. Donc, et il va y avoir potentiellement autant, si ce n'est plus, de candidats. Donc là, en fait, peut-être un seuil de tolérance qu'il pouvait y avoir, c'est en mode le projet est très beau, bon, il y a un petit flou sur le TRL, ça passe. Là, ça risque de devenir, bon, mais en fait, c'est bête et méchant, c'est TRL 5 ou pas, oui, non, merci, au revoir. Et là, le côté, on fait une moyenne, c'est oh, nos briques, elles sont toutes à TRL 5, donc on est TRL 5. Là, le IC risque de dire, ouais, mais en fait, nous, on veut le système assemblé. Donc, ce qui a pu passer il y a quelques années ne passera plus nécessairement. Donc, ouais, j'invite, et surtout que maintenant, vu le nombre de candidatures qui est limité à 3, après, on peut. Il y a certaines sociétés, elles le disent clairement. On échange avec elles, elles disent bon, en fait, on va être financièrement en difficulté à telle échéance, donc on prend le risque. On va packager le tout de manière à laisser penser que, et on tentera. Bon, c'est pas forcément ce qu'on conseille, mais après on comprend, vous avez votre trésorerie, elle vous permet de vivre jusqu'à telle date, il va vous falloir des fonds assez rapidement, bon, vous tentez le coup. Et après, ce que je disais sur les employés, c'est très secteur dépendant. Une boîte comme, dans les biotech, des sociétés à 4 personnes, on en a vu beaucoup être lauréates. Des sociétés d'ingénierie, généralement, c'est plus élevé. Greenov, eux, ils étaient peu nombreux, ils ont été lauréats. Après, c'est une société, vous avez une histoire un peu particulière, vous êtes issu de Naval Group. C'est pas une société qui s'est montée comme ça et qui s'est structurée. Ça vient d'un grand groupe, ça en sort. Donc, c'est une trajectoire un peu particulière. Et voilà, les nombres que je donnais, 10-15, c'est juste une observation de la moyenne qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement avoir 10-15 employés, mais la question va se poser, c'est que vous demandez potentiellement 8 millions à l'EIC. Comment à 3 personnes vous dépensez ces 8 millions? Alors oui, vous allez recruter des personnes dans les prochaines années, mais sur certains secteurs, est-ce que ça se justifie au terme des coûts associés, etc. Donc c'est très secteur dépendant, il y a une réflexion globale à avoir. C'est juste pour faire un peu une idée de vous dire, vous venez de créer la société il y a 2 jours, c'est peut-être pas l'EIC le premier guichet de financement, il faut peut-être avant se structurer et avoir une équipe derrière pour pouvoir correctement justifier des besoins de financement associés à une chose pareille. Moi, j'avais mis 4 salariés, mais en fait, il y avait. Donc, moi, j'étais encore dans mon précédent boulot, mais je travaillais déjà. J'étais déjà engagé un petit peu avec Greenov. Le CEO n'était pas salarié non plus de la société, donc on était déjà en fait 6, voire un petit peu plus finalement, à être déjà à travailler sur le projet, quoi. Donc, quand j'ai mis 4, c'était 4 officiels salariés. Je pense que pour l'EIC, on avait dû afficher quelque chose plus proche de entre 5 et 10 que 4, quoi. Très bien. Y a-t-il. Écoutez, je vois que. Véronique, il y avait aussi une question préalablement dans les inscriptions de Alexandre Chary. Je peux lire la question si vous voulez. En général, en combien de temps peut-on espérer recevoir les fonds à l'issue de la phase 3 et donc lancer le projet? Je comprends la logique d'incitativité des crédits européens, mais dans le cas d'un avantage sur le marché, car une entreprise est la première à se positionner sur un marché avec sa solution innovante, est-il absolument nécessaire d'attendre le résultat de la phase 3 pour lancer le projet? Alors, les délais pour obtenir les fonds, on a le cas Greenov, ça a été très vite, 2 mois. En fait, c'est l'objectif que se donne l'EIC. C'est que 2 mois après avoir été nommé lauréat,
l'EIC soit capable de vous verser la première tranche, donc c'est 50% moins 5% de fonds de garantie sur le compte de la société, que vous puissiez commencer votre projet. Vous pouvez même le voir commencer un peu avant, ça se négocie. On a le cas de Aurora Stérilisation qui a dit à l'EIC, bon, on aimerait commencer à telle date, on sait que vous allez être en mesure de verser qu'à compter de telle date, est-ce qu'on peut commencer dès maintenant? Il y a des accords qui sont trouvables. En effet, voilà, de recevoir 2 mois après, la moyenne, c'est plutôt du 4 mois de ce qu'on voit. Et après, sur le côté commencer le projet, bah, normalement, en fait, le projet, si on prend le projet au sens couvert par le financement de l'EIC, bah, entre 2 et 4 mois, ou la possibilité de trouver un accord pour dire on commence dès maintenant. Après, si on parle du projet même non couvert par l'EIC, vu que la société, elle est normalement, c'est un peu son cœur de vie, ce projet. Le projet est déjà en cours, en quelque sorte. C'est juste la partie coût éligible de l'EIC qui commencera 2 à 4 mois après le fait d'être lauréat. Après, oui, effectivement, il y avait des questions dans la page, on peut les traiter, je les avais notées sur une feuille. Quels sont les domaines prioritaires couverts par l'EIC? Bon, on pourrait dire que c'est le côté deep tech, donc des choses qui sortent des laboratoires de recherche pour beaucoup, donc avec des risques importants associés, etc. Et après, si on regarde derrière domaines, un peu les thématiques, il y a les thématiques identifiées par les challenges, donc il y a de l'IA, il y a du quantique, il y a de la biotech, là il y a de fermentation de précision, etc. Vous pouvez regarder les sujets des années précédentes, ça vous permet de vous faire une idée des attendus, ou aussi à côté de l'EIC Accélérateur, il y a l'EIC Pathfinder et l'EIC Transition. Par exemple, il y a des choses autour des ciments bas carbone, des choses comme ça. Donc, c'est souvent en lien aussi avec les politiques européennes. Ensuite, quel est le stade de développement de l'entreprise pour y aller? Alors, si par stade de développement, on veut dire la croissance de la société qui passe de start-up, PME, etc. Bon, start-up, PME et potentiellement ETI. Après, en termes de financement déjà obtenu, bon, je le disais, c'est déjà des aides BPI qui ont été sécurisées, puisque l'EIC n'est pas le premier guichet qu'on va aller voir. La plupart, alors pas tous, c'est pas justement pas le cas de Greenov, mais beaucoup de lauréats français ont déjà obtenu ont déjà fait des levées de fonds. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. L'EIC, c'est vraiment la dernière marche des aides publiques qu'on va voir, et ça prépare au privé, mais c'est vraiment sur la période de transition quand on bascule de l'un à l'autre. Et ensuite, des exemples de lauréats, je vous ai mis, il y avait des slides qui ont défilé, donc c'est des sociétés que vous pouvez aller voir sur Google, ou de toute façon, j'ai mis un lien hypertexte qui vous envoie sur la page où il y a une carte de l'EIC, le Data Hub. J'ai mis les filtres qui vont bien, qui permettent d'avoir en fait que les sociétés lauréates. D'ailleurs, Greenov n'apparaît pas parce que l'EIC a fait un bug dans leur fichier. J'ai beau leur dire, il y a une autre société française, donc on a 86 lauréats marqués sur le Data Hub, on en a 88 en réalité. Vous avez toutes les sociétés qui sont spotées sur la carte, vous les cliquez dessus, vous avez une description du projet, un lien vers leur site internet, le type de financement qu'ils ont eu, l'année où ils ont été lauréats, etc. Donc j'ai fait ça pour le côté français, et vous avez ça aussi, je l'ai refait sur une autre page internet sur le côté européen. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui a pu déjà être financé par l'EIC. Très bien, merci beaucoup Gorka pour ces réponses. Je pense qu'il est temps pour nous de terminer, de clôturer ce webinaire. Je vais vous partager les contacts de tous les orateurs. Donc, je tiens à remercier effectivement tous les orateurs pour ce webinaire, les interventions et les témoignages. Merci encore, Monsieur Dess, pour cet éclairage. Merci à vous, participants. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Le webinaire étant enregistré, nous vous adresserons le lien où vous pourrez le revoir à loisir ou le communiquer. Et puis, bien évidemment, nous vous communiquerons également la présentation. Voilà, merci à vous. Nous allons poursuivre avec la séance de rendez-vous individuel pour les personnes qui ont souhaité avoir un échange particulier pour un projet. Encore merci, et puis bonne continuation, et puis au plaisir d'avoir des candidatures aussi bien ligériennes que bretonnes. Merci à vous. Merci. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. Merci.